Je suis Christian Page. Les loups-garous, les vampires et les ghouls, non, les monstres ne sont pas que dans les films. Bienvenue dans Crimes occultes. Nous sommes en novembre 1850 à Robordechão, dans la province de l'Ourense, dans le nord de l'Espagne. L'homme est nu. Il est étendu sur le dos dans la forêt. Il est à peine 21 heures, mais, en ces heures d'hiver, le soleil est déjà couché depuis un moment. À travers les arbres, il contemple le ciel. Ce soir, c'est la pleine lune. Pour lui, c'est un très mauvais présage. Peut-être pas ce soir, espère-t-il. Peut-être pas ce soir. Il répète cette phrase comme une litanie ou une prière, comme pour chasser le spectre de ce qu'il sait déjà inévitable, l'inexorable, la marque du diable. Peut-être qu'à force de ressasser ces mots, se dit-il, il finira par briser la malédiction. Mais la rédemption n'est pas pour ce soir. Soudain, sous l'emprise d'une vive douleur, il arque son corps. On dirait presque un épileptique victime du grand mal. Son corps est tordu et arc-bouté sur sa tête et sur ses talons. De la nuque aux pieds, aucune partie ne touche au sol. De sa gorge s'échappe un râle sourd, presque le feulement d'un fauve. Puis, une nouvelle douleur le force à se contracter dans l'autre sens. Son corps se replie en position fétale. Il gémit de douleur. Son cœur bat la chamade. Il le sent pulser dans ses veines. Il devine son pouls à travers ses bras et ses poignets. Il regarde ses mains devant lui. Elles lui font si mal, tant la gauche que la droite commence à se déformé. L'homme assiste à ce spectacle surnaturel, impuissant. Distinctement, il suit chaque détail de leur transformation. Les pouces se calent vers l'arrière et les doigts, de l'index à l'auriculaire, paraissent se souder entre eux. Ses ongles s'allongent de manière spectaculaire. Ce ne sont plus vraiment des ongles, mais des griffes acérées et tranchantes, comme des couteaux. Les os de sa main se déforment et s'étirent. Une fourrure grise en couvre bientôt tout le dessus. Et cette pilosité ne s'arrête pas qu'à ses mains. Elle remonte sur ses bras et envahit tout son corps, lui donnant l'aspect d'une bête. Ensuite, c'est au tour de ses pieds d'être pris de spasmes. Ses mollets sont paralysés par des crampes insoutenables. Les deux pieds se déforment à leur tour. Manuel, c'est le nom de notre moribond, tourne son visage dans la boue pour étouffer ses cris de douleur. Il entend un craquement. Il n'a pas besoin de regarder. Il a vu ce spectacle si souvent. Ses deux pieds, juste à la hauteur des os cuniformes, au milieu du pied, se brisent, comme si une nouvelle articulation les transformait en deux parties distinctes. Manuel se ressaisit. Il se redresse légèrement à quatre pattes. Il est haletant comme un chien. Dans une petite flaque d'eau, située à quelques centimètres de son visage, il peut voir son reflet. Ses traits sont déformés par une grimace diabolique. Ses yeux, généralement brun noisette, sont maintenant jaunes et ses pupilles dilatées. Il a l'impression qu'un étau lui broie le crâne, déformant ses traits. Ses arcades sourcilières sont plus prononcées, ses oreilles sont pointues et rappellent celles d'un animal. L'arête de son nez paraît plus longue et sa mâchoire supérieure est hypertrophiée. Cette déformation, ô combien douloureuse, augmente l'occlusion de sa mâchoire inférieure. Ses gencives lui font mal à hurler. Ses canines déforment ses lèvres. Peu à peu, la douleur s'estompe. Manuel se redresse. Mais est-ce toujours Manuel? Il a l'impression qu'il n'est plus lui-même, qu'une nouvelle personnalité a pris possession de son corps et de son âme.
Lentement, à pas feutrés, il se dirige vers la ferme. Il s'oriente par la lumière vacillante des bougies qui brillent derrière les fenêtres. À moins de 10 mètres, il se dissimule derrière un buisson. Est-ce bien lui? Ou est-ce cet hôte en lui qui est omniscient? Mais il a l'impression de tout savoir sur les habitudes de la maisonnée. Puis, comme il l'anticipait, la porte s'ouvre et une jeune femme sort à l'extérieur, un seau à la main. Elle est insouciante. Elle ignore tout du danger qui la guette dans l'ombre, qui peut fondre sur elle à tout moment. Elle se dirige vers le puits. L'adolescente doit avoir 12 ou 13 ans tout au plus. Dans un silence presque surnaturel, l'homme se glisse derrière elle. La jeune femme se retourne au dernier moment. En le voyant, elle fige d'horreur. Elle n'a hélas pas le temps de crier. La main énorme de Manuel la frappe à la gorge. D'un geste rapide, ses griffes lui tranchent les chairs. L'adolescente tombe à la renverse, les 2 mains refermées sur son cou. Elle essaie de stopper le sang qui s'écoule de la plaie, mais c'est peine perdue. La carotide a été tranchée et, par saccades, son sang gicle entre ses doigts. Elle est muette et n'arrive plus à respirer. Son regard se brouille. Lentement, le voile de la mort glisse sur elle. Lorsque l'adolescente cesse de gigoter, Manuel grimpe sur elle. D'un coup sec, comme s'il manipulait une faucille, il déchire ses vêtements. Il l'expose, impudique. Sa peau blanche, ses seins juvéniles, son ventre plat et son pubis à peine pubère. Manuel sent monter en lui ce désir animal qu'il connaît si bien. Sans attendre, alors que l'adolescente est encore animée par les derniers soubresauts de la vie, la bête se jette sur elle. Il lui dévore les seins et le ventre, se nourrissant de sa chair, de son sang et de ses organes. Ajoutant l'infamie à l'horreur, il pousse sa débauche à prendre sa proie. Il déverse en elle la semence de cette bête qu'il est devenu. Manuel Blanco Romasanta n'est plus un homme. Son stupre achevé, il se redresse. La lueur de la pleine lune éclaire le théâtre de son crime. Maria Dolores Carnero, cette charmante adolescente de 12 ans, n'est plus qu'un amas méconnaissable de chair et de sang. Manuel Blanco Romasanta écarte les bras, se gonfle la poitrine et laisse échapper un long cri de satisfaction. Comme le hurlement d'un loup. Manuel Blanco Romasanta naît à Oroguero, dans la province de l'Ourance, en Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne, le 18 novembre 1809. Il est baptisé le même jour. En raison d'une atrophie des organes génitaux, appelée pseudo-hermaphrodisme, ses parents, Miguel Blanco et Maria Romasanta, le prénomment Manuela. Il grandit comme une fille jusqu'à l'âge de 8 ans, quand le médecin découvre son véritable sexe. Enfant, il sait lire et écrire, ce qui est très rare à cette époque. Cette éducation suppose que ses parents étaient des gens aisés. Avec ses 1,37 m, il est de petite taille, même pour les standards de l'époque, et très efféminé. En mars 1831, âgé de 21 ans, il épouse Francisca Gomez Vasquez, une femme du village voisin de Sotelo. Il pratique alors les métiers de tailleur et de vendeur itinérant. Sa marchandise sur les épaules, comme un immense sac à dos, il va de village en village, où il vend de la quincaillerie. Sa vie bascule 3 ans plus tard, lorsque Francisca décède à l'âge de 26 ans. Manuel est veuf et sans enfant. Déjà à cette époque, d'étranges rumeurs circulent au sujet de Romasanta. On raconte qu'en Castille, il aurait assassiné un domestique du prieuré San Pedros Rocas, le plus ancien monastère de Galice. On le soupçonne aussi de s'être débarrassé de Manuel Ferrero, un autre vendeur itinérant du village de Costa Vilar de Cas Maceda de Xinxo,
avec lequel il aurait fait route à quelques reprises jusqu'au Portugal. Après la mort de sa femme en 1834, Roma Santa ajoute un nouveau service à son commerce de vendeur itinérant. Il se propose d'accompagner les voyageurs à travers les montagnes de Castille, d'Asturias et de Cantabria, des régions sauvages et méconnues qu'il connaît comme le fond de sa poche. Ces voyages guidés lui donnent aussi davantage d'occasions pour les ventes. Au début du mois d'août 1843, alors qu'il parcourt les villages de la province de Léon, Roma Santa s'entiche d'une certaine Catalina Fernandez, la sœur du curé de Cubillas. Malgré leurs différences d'âge, Catalina a 51 ans et Manuel 33, il lui fait une demande en mariage officielle. Mais les épousailles devront attendre. Roma Santa est bientôt suspecté d'avoir assassiné Vicente Fernandez, l'aguacil de la ville de Léon. Apparemment, l'huissier aurait menacé Manuel de saisir ses marchandises en raison de dettes impayées de 600 réaux, la monnaie d'argent espagnole en usage du 14e siècle jusqu'au milieu du 19e siècle. Le corps de Fernandez, porté disparu depuis le 21 août, est retrouvé 4 jours plus tard sur le mont Tremor di Abaggio, près de Pardavé, dans le nord de la province de Léon. La victime a été éventrée et démembrée. Même si personne n'a été témoin du crime, les magistrats ordonnent à Roma Santa de venir s'expliquer devant la cour. Le suspect préfère prendre la fuite. Le 10 octobre 1844, quelques 14 mois après le crime, le tribunal de première instance de Ponferrada le condamne par contumace, à défaut de s'être présenté pour défendre sa cause, à 10 ans de prison. L'Audiencia de Valladolid confirme le jugement le 3 décembre. Roma Santa est maintenant un fugitif. Se sachant recherché, le vendeur trouve refuge à Hermida, près du village de Robordechao, dans la province d'Alariz, en Galice. L'endroit se résume à quelques cabanes abandonnées, occupées à l'occasion par des voyageurs et des éleveurs de passage. Ce hameau fantôme se trouve dans les montagnes de la Sierra de San Memede, un endroit isolé, sauvage et quasi inaccessible. Un territoire que le fugitif connaît bien. C'est dans cet environnement inhospitalier qu'il va se transformer en monstre. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes. Durant près de 2 ans, de 1843 à 1845, Roma Santa travaille comme ouvrier journalier à Robordechao pour un certain Andrés Blanco, un éleveur local qu'il connaît depuis l'enfance. En apprenant plus tard les crimes de son employé, Don Blanco se dira très surpris, ajoutant que Manuel était une personne prête à faire n'importe quel travail, sauf celui d'abattre des animaux, puisqu'il ne pouvait pas voir le sang. À cette époque, Roma Santa disparaît parfois de longues semaines, durant lesquelles il se rend au Portugal pour acheter des marchandises de contrebande, des biens qu'il revend dans les marchés et les fêtes populaires locales. Ce Manuel Blanco Roma Santa, qui se fait aussi appeler Antonio Gomez, a des manières raffinées, voire efféminées, et il est sympathique. Il n'est peut-être pas très beau et paraît plus âgé qu'il ne l'est en raison de sa calvitie débutante, mais il plaît aux femmes par son caractère affable. Il se propose pour faire des travaux de tailleur, de couturier et de tisserand, des activités souvent réservées aux femmes. Capitalisant sur sa réputation de grand voyageur, il se propose à nouveau comme guide, offrant d'escorter femmes et enfants vers Santander, Oviedo ou La Corogne, des villes éloignées qui obligent les voyageurs à traverser les régions montagneuses et sauvages du nord-ouest de l'Espagne. Comme il sait lire et écrire, il offre aussi ses services comme écrivain public. Pour quelques réaux, il propose d'écrire des lettres et de les livrer à leurs destinataires au gré de ses déplacements. À la fin de 1845, Roma Santa se lie d'amitié avec une certaine Manuela Garcia.
Cette veuve de 46 ans a une fille de 13 ans, Petra. Leur amitié fait bientôt place à des sentiments amoureux. Pendant un temps, mère et fille l'accompagnent sur les routes, l'aidant dans son travail de vendeur itinérant. Puis un jour, Manuela confie qu'elle aimerait bien quitter Robordechão pour Santander. Loin de la dissuader, Roma Santa lui dit qu'il connaît là-bas un prêtre qui se cherche justement des domestiques. Il paie bien et il accepterait sûrement de la prendre à son service, ainsi que Petra. Manuela est enchantée. En janvier 1846, la veuve annonce qu'elle va s'absenter quelques jours pour finaliser la vente de sa petite maison de Robordechão, après quoi Petra et elle pourront prendre la route de Santander. Mais lorsqu'elle revient d'Ourance, où elle a rencontré un acheteur potentiel, elle ne trouve sa fille nulle part. Roma Santa lui explique qu'il a dû se rendre à Santander durant son absence et qu'il a amené Petra pour qu'elle rencontre son ami, ce prêtre dont il lui a tant parlé. L'ecclésiastique a d'ailleurs été si enthousiasmé qu'il a embauché l'adolescente sur le champ. Il a aussi laissé sous-entendre que Manuela serait la bienvenue. En apprenant ces nouvelles, la quadragénaire est enchantée. Elle fait ses malles et presse Roma Santa de la conduire à Santander. Elle est impatiente d'y retrouver Petra. 8 jours plus tard, le couple prend la route de la capitale de la province de Cantabrie. Lorsque Roma Santa revient à Robordechão, il remet aux proches de Manuela Garcia une lettre qu'il a écrite apparemment sous sa dictée, dans laquelle la femme raconte son enchantement dans ses nouvelles fonctions de domestique. Tout va pour le mieux. Au fil des semaines, la sœur de Manuela, Benita Garcia Blanco, qui vit dans le village voisin de Sutelo Verde, au sud-est d'Ourance, prend des nouvelles de son aîné. Roma Santa lui répète qu'elle se porte bien, ainsi que Petra, et qu'elle apprécie sa nouvelle vie à Santander. Benita se met à rêvasser. Elle aussi en a marre de la Galice. Qui plus est, elle traverse également des moments difficiles. Elle a la mi-trentaine et son mari l'a abandonnée, la laissant seule avec son fils de 9 ans, né en 1837 d'une précédente union, Francisco. Elle confie au colporteur qu'elle aimerait bien elle aussi aller vivre sur la côte, sur le golfe de Gascogne. Le hasard fait bien les choses. Roma Santa lui explique qu'il connaît d'autres gens à Santander, des amis d'ailleurs du prêtre qui a embauché sa sœur, qui cherchent eux aussi une domestique. Benita se laisse convaincre sans la moindre hésitation. Pourquoi se méfierait-elle de cet homme dévoué qui, à l'occasion, sert même de serviteur au curé de Robordechão et l'accompagne lors de ses voyages à Ourance? En mars 1846, Benita Garcia Blanco et son fils Francisco entreprennent la longue traversée des montagnes d'Asturie en compagnie de Roma Santa. La mère et son fils vont disparaître quelque part dans les forêts de la Sierra de San Memede. L'assassin avouera plus tard les avoir tués le même matin, en commençant par la mère. Vers 1849, Roma Santa se lie avec une autre femme de Robordechão, Antonia Rua Carneiro. Cette célibataire de 36 ans a 2 filles, Maria Dolores et Peregrina. Elle a aussi un petit pécule estimé à 600 réaux, hérité de son père. Au fil des mois, Roma Santa la convainc de vendre ses biens et de l'accompagner à Castille, où il compte ouvrir une boutique. Il parle même de l'épouser. Puis, l'histoire change. Antonia confie à des voisines qu'elle pourrait bien être embauchée par un riche veuf d'Ourance ou de Santander. Au printemps de 1850, après avoir cédé tous ses biens à Roma Santa, Antonia et sa fille Peregrina, qui n'a pas encore 3 ans, prennent la route d'Ourance, guidées par Roma Santa. On ne les reverra plus. Juste avant son départ,
Antonia avait décidé que Maria Dolores, sa fille aînée, âgée de 11 ans, irait vivre chez l'un de ses oncles, Luis Garcia Blanco, le frère de Manuela et Benita, toutes deux parties vivre à Santander grâce aux bons soins de Roma Santa. Ce n'est pas vraiment une coïncidence. Dans le village de Robordechao, tous les gens se connaissent et nombreux sont ceux et celles qui partagent des liens familiaux. 3 jours plus tard, Roma Santa rentre au pays. Sur le chemin du retour, il achète des chèvres et s'installe sur les terres d'Antonia Rua. Éventuellement, le commerçant prend sous sa tutelle Maria Dolores. C'est un homme seul et il a besoin d'une femme pour s'occuper de la maison pendant qu'il va de village en village pour faire commerce. Il lui offre de bonnes conditions. Maria Dolores ne peut pas refuser. Manuel la traite extrêmement bien. Il est affable, attentionné, affectueux et respectueux. Entre eux s'installe une relation père-fille. Mais l'adolescente est curieuse. Pourquoi sa mère ne vient-elle pas lui rendre visite? Pourquoi Roma Santa remet-il toujours à plus tard sa promesse d'aller voir sa mère à Ourance? À cette époque, des corps sont retrouvés affreusement mutilés dans les montagnes du nord-est du pays. Au début, les policiers croient que ces gens ont été tués et dévorés par des loups. On organise des battues et abat quelques bêtes. On espère que le carnage prendra fin. À l'été de 1850, Roma Santa porte son dévolu sur une autre célibataire de Robordechao, Josefa Garcia Blanco. La femme, une sœur de Manuela Garcia et Benita Garcia Blanco, ces 2 femmes, qui l'a conduite à Santander en 1846, approchent la cinquantaine. Elle a un fils de 21 ans, Joseph ou José, né d'un père inconnu. Josefa n'est pas non plus insensible au charme du vendeur itinérant qui lui rend visite tous les soirs sur la mule du curé. À l'instar de ses sœurs, il lui propose un nouveau départ à Santander. Il connaît des gens riches, dit-il, qui pourraient les engager, elle et son fils. Il pourrait se faire une nouvelle vie. Josefa est hésitante. En juin, Roma Santa lui lit des lettres de remerciement qu'il dit avoir reçues de ses sœurs Manuela et Benita. Les descriptions que font les femmes de leur vie à Santander sont idylliques. Mais Josefa est ambivalente. À l'aube de ses 50 ans, n'est-il pas un peu tard pour imaginer refaire sa vie? Dans l'immédiat, Roma Santa a un autre problème sur les bras. Maria Dolores, la fille d'Antonia Rua. L'adolescente s'ennuie de sa mère partie vivre à Ourance avec sa petite sœur. À chaque fois que Roma Santa rentre à la ferme, la jeune femme lui fait des crises. Elle veut voir sa mère. Elle lui reproche aussi de trop s'intéresser à cette Josefa Garcia Blanco, incidemment l'une de ses tantes. Fatiguée de ses doléances, Roma Santa lui promet de l'amener bientôt à la ville. En novembre 1850, l'adolescente disparaît à son tour. Elle n'a que 12 ans. Lorsque les villageois interrogent le vendeur sur cette soudaine disparition, il répond qu'il l'a conduite auprès de sa mère et qu'elle a décidé de rester à Ourance. Avec le départ de Maria Dolores, Roma Santa est de nouveau libre de reprendre son commerce itinérant. Il se fait plus insistant auprès de Josefa pour entreprendre un voyage sur la côte. Malgré les lettres de ses sœurs, que Roma Santa lui a remises, elle reste indécise. Le commerçant lui propose alors de se rendre à Santander avec son fils Joseph. Sur la foi de ses impressions, elle pourra faire un choix éclairé. Le 12 octobre, Roma Santa et José prennent la route des Monts Cantabriques. 4 jours plus tard, lorsqu'il revient à Robordechao, Roma Santa est seul. Il explique à Josefa que son fils a tellement aimé Santander qu'il a décidé d'y rester. Dans une lettre qu'il a soi-disant dictée à Roma Santa,
le jeune homme implore sa mère de venir l'y rejoindre. Le 1er janvier 1851, c'est au tour de Josefa de prendre la route de Santander. On ne la reverra plus. Pas plus que José d'ailleurs. Ces disparitions dans l'entourage du commis voyageur commencent à faire jaser. Les soupçons grimpent d'un cran lorsque Roma Santa est surpris à vendre des vêtements ayant appartenu à l'une des victimes, Josefa Garcia Blanco. Une plainte est déposée dans la ville d'Escalona prétendant que Roma Santa trompe des femmes et des enfants en leur promettant de les faire traverser les montagnes, mais qu'ensuite il les tue et leur retire leur graisse qu'il vend sous forme de savon tant en Espagne qu'au Portugal. Sentant l'étau qui se resserre autour de lui, sans parler de l'ostracisme des habitants de Robordechão, Roma Santa décide de mettre les voiles. Le 20 octobre 1851, muni de faux papiers d'identité au nom d'Antonio Gomez, il quitte la ferme d'Antonia Rua, où il s'était installé depuis le départ de la femme et de sa fille, Peregrina, pour Orense. C'était au printemps de 1850. Alors que Manuel Blanco Roma Santa disparaît de Robordechão, un certain Antonio Gomez arrive en Castille. Ce voyageur se fait embaucher par des agriculteurs locaux comme moissonneur. Mais des ouvriers venus de Nombela, un village proche de Robordechão, croient le reconnaître. Cet Antonio Gomez ne serait-il pas en réalité Manuel Blanco Roma Santa, ce dangereux assassin en cavale? Le 2 juillet, il est arrêté et interrogé par le maire de Toledo de Nombela. À cette époque, les maires agissent aussi comme juges de première instance. Antonio Gomez nie toute implication dans ces histoires de disparition. Il jure qu'il y a erreur sur la personne. Il n'est pas très convaincant. Il est transféré à Vérine, une petite commune dans la province d'Ourens. L'un des frères de Manuela, Benita et Josefa Garcia, toutes disparues en se rendant à Santander, identifie formellement Manuel Blanco Roma Santa alias Antonio Gomez. Placé devant les faits, le suspect admet effectivement qu'il est celui que les autorités recherchent. Il est de facto transféré à Alariz, au sud d'Ourens, où il sera jugé devant les assises. Dès les premières auditions, Manuel avoue sans détour avoir assassiné au moins 13 personnes, ce qui fait de lui le premier tueur en série d'Espagne. Ses victimes, des hommes, des femmes et des enfants, étaient âgés de 10 à 49 ans. Cela dit, il plaide que ce n'est pas lui qui a tué ces personnes, mais son alter ego, un loup-garou. À l'en croire, il est victime d'une malédiction qui, certains soirs, le transforme en loup. Le juge est sceptique. Il demande une évaluation psychologique de l'accusé. Il faut dire que la psychologie, une discipline naissante, est plutôt limitée dans ses diagnostics. Les possibilités sont simples. Le sujet est-il fou, oui ou non? En octobre 1852, les experts d'Alariz, 4 médecins et 2 chirurgiens, se présentent à la cour. Basés principalement sur la phrénologie, une pseudoscience voulant que la forme du crâne du sujet témoigne de sa santé mentale, le rapport accuse Roma Santa d'inventer cette histoire de loup-garou. Le rapport stipule « Son penchant au vice est volontaire et non forcé. Le sujet n'est pas fou, ni idiot, ni monomaniaque. Il ne l'est pas devenu pendant son incarcération. Au contraire, Roma Santa finit plutôt par devenir un pervers, un criminel accompli capable de tout, calme et sans la moindre pointe de bonté. Mais il a agi avec une volonté propre, en toute liberté et connaissance de cause. » Roma Santa doit faire face à la justice. La liste de ses victimes est choquante. Manuela Garcia, 47 ans, et sa fille Petra, 15 ans, tuées dans la Sierra de San Memede
quand elle la traversait pour rejoindre Santander. Benita García Blanco, 34 ans, et son fils Francisco, 10 ans, tués à Corgodoboy lors de leur voyage pour Santander. Antonia Rua Carnero, 36 ans, et sa fille Peregrina, 3 ans, tués en rejoignant Orense. Maria Dolores Carnero, 12 ans, tuée en novembre 1850 en un lieu inconnu. Josefa García Blanco, 49 ans, et son fils Joseph ou José, 21 ans. Dans plusieurs de ces cas, admet Roma Santa, il ne s'est pas contenté d'assassiner ses proies, mais il s'est adonné à des actes de cannibalisme et de nécrophilie sur ses victimes de sexe féminin. On l'accuse aussi d'avoir récupéré les graisses corporelles de ces malheureuses pour faire du suif, la matière visqueuse à la base de la fabrication du savon. Des produits d'hygiène corporelle qu'il aurait écoulés tant au Portugal qu'en Espagne. Beaucoup croient d'ailleurs que du savon fait de graisses humaines offre des propriétés médicinales contre l'arthrite et les crampes. Il est aussi très recherché pour faire disparaître les marques laissées sur la peau par des infections cutanées, comme la variole ou l'acné. Des accusations que l'accusé niera avec force. Que ce soit vrai ou non, il n'en reste pas moins qu'aux yeux du juge, Manuel Blanco Roma Santa est un monstre. Questionné sur les circonstances de ces crimes, celui qu'on surnomme déjà l'homme loup d'Alariz explique. La première fois que je me suis transformé, j'étais dans les montagnes de Cuzo. J'étais entre deux loups au regard féroce. Je suis soudainement tombé par terre et j'ai commencé à sentir des convulsions. Je me suis retourné 3 fois et quelques secondes plus tard, j'étais moi-même un loup. J'étais dehors maraudant avec les 2 autres loups pendant 5 jours, jusqu'au moment où je suis retourné dans mon vrai corps, celui que vous voyez devant vous aujourd'hui, votre honneur. Les 2 autres loups, que je pensais être aussi des loups, m'ont suivi et se sont changés en hommes. Ils étaient de Valence. L'un d'eux s'appelait Antonio et l'autre Don Ganero. Ils étaient tous les 2 maudits. Nous avons attaqué et mangé un bon nombre de gens, car nous avions faim. Le procureur Luciano Battista Hernáez demande à Roma Santa de prouver sa transformation à la cour. Sur quoi il répond que la malédiction n'a effet que pendant 13 ans et qu'il n'est plus ensorcelé, que le sort a pris fin quelques jours plus tôt, soit le 25 juillet 1852. Il ajoute que lorsqu'il se transformait en loup, il pouvait demeurer sous cet aspect pendant 1 semaine. Il trouvait alors refuge dans des cavernes de la région. Lorsqu'il reprenait forme humaine et recouvrait ses esprits, il se rappelait de toutes ses actions. Quant aux armes utilisées, il n'y avait que ses crocs et ses griffes. Le procureur est loin d'être convaincu. Pour lui, les explications de l'accusé sont un tissu d'absurdités inventées par lui et un ensemble des plus ridicules contradictions. De son côté, l'avocat de Roma Santa, commis d'office, tente de soustraire des auditions pénales les aveux de son client. Pour Don Mariano Garan, il n'existe aucune preuve que ses prétendues victimes soient décédées. Certes, la Cour a mené son enquête et s'est avouée incapable de retrouver ces femmes et leurs enfants, ni à Santander, ni ailleurs. Ces absences prouvent-elles toutefois qu'elles ont été assassinées? Non, clame haut et fort Maître Garan. Il y a aussi ces restes humains découverts en forêt et que certains associent aux femmes disparues. Mais en a-t-on la certitude? Non, martèle Don Manuel. Que Roma Santa ait vendu leurs biens ultérieurement prouve qu'il est un voleur, pas un assassin. Quant à ses aveux, qui pourrait bien prêter foi aux propos d'un homme qui prétend être un loup-garou? Un pauvre malade mental? Qui? Insiste l'avocat. Si le procureur doute aussi du scénario du loup-garou,
il n'en reste pas moins persuadé, sur la foi de l'expertise psychologique, que Roma Santa est un assassin. La cour innocente l'accusait de 4 meurtres qu'il a confessés après que des preuves aient été trouvées suggérant que ses victimes sont mortes de véritables attaques de loups. Mais était-ce de vrais loups ou Roma Santa et ses acolytes sous leur forme de canidés? Le juge préfère jouer la carte de la rationalité plutôt que celle de la superstition. Le commerçant est toutefois déclaré coupable pour 9 autres meurtres, des tueries qualifiées par le procureur de boucherie. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes. Le 8 avril 1853, le juge, Don Quentin Mosquera, est prêt à rendre son verdict. Sur un ton solennel, le magistrat déclare « Roma Santa n'a présenté aucun motif pour expliquer pourquoi il avait tué ces personnes qu'il reconnaît avoir assassinées. Il prétend que ce n'est qu'à la suite d'une maladie qu'il a atteint à plusieurs reprises qu'il s'est transformé en la figure d'un loup, perdant celle d'un homme. C'est cette même maladie qu'il évoque pour expliquer cette force irrésistible qui l'a poussé à se jeter sur les victimes devant lui pour les déchirer avec ses ongles et ses dents, et ce, jusqu'à ce qu'elles ne soient plus que des cadavres. Cette maladie qui l'a poussé à les dévorer et les manger. » Manuel Blanco Roma Santa est condamné au garrot et a versé 1000 réaux pour chacune de ses victimes. Il a alors 44 ans. Le procès a duré 7 mois et la transcription couvre plus de 2000 pages manuscrites, reliées en 7 volumes, intitulés Lycanthropia, lycanthropie. Pendant que Roma Santa attend son rendez-vous avec le bourreau, son histoire commence à circuler. Exilé à Alger, alors colonie française, un médecin français, le docteur Philippe, qui se dit aussi professeur d'électrobiologie, autre nom donné à l'hypnose, apprend l'histoire du loup-garou d'Alarise en lisant les journaux. L'affaire l'intrigue. C'est vrai que la France a elle aussi connu plusieurs histoires de loups-garous. Le cas le plus célèbre est celui d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, Jean Grenier, jugé en 1603 pour avoir dévoré plusieurs enfants. Grenier, un jeune berger de 21 ans au moment de son procès, disait pouvoir se transformer en loup et que c'est sous cette apparence qu'il aurait tué de jeunes enfants, ajoutant que la chair des petites filles était plus savoureuse. Le tribunal a jugé qu'il souffrait de troubles mentaux et l'a condamné à la réclusion à perpétuité dans un monastère. En découvrant l'histoire de ce Manuel Blanco Roma Santa, le docteur Philippe s'interroge. Ce commis voyageur espagnol serait-il une version moderne de Jean Grenier? Par l'intermédiaire du consul d'Espagne à Alger, le docteur Philippe adresse une lettre au ministère de la Grâce et de la Justice espagnol. Il y explique s'intéresser au loup-garou, trouble psychologique appelé lycanthropie, et croit pouvoir aider les malades, comme Roma Santa, en utilisant l'hypnose. Il se propose même de faire une démonstration à l'audience de la Corogne. Le docteur Philippe n'est pas le seul à s'intéresser à l'histoire de Roma Santa. Des 4 coins de l'Europe, des scientifiques écrivent au ministre de la Justice pour obtenir plus de détails sur l'état du malade. L'affaire remonte jusqu'à la reine Isabella II. Le 13 mai 1854, la souveraine ordonne que la peine de mort prononcée contre Roma Santa soit commuée en prison à perpétuité. Durant les années qui suivent, alors que la psychiatrie est encore au berceau, de nombreux médecins visitent le prisonnier en cellule. Beaucoup sont déçus. Si certains s'attendaient à rencontrer un monstre aux yeux exorbités et aux canines acérées, ils se retrouvent plutôt devant un petit homme insignifiant, à la voix frêle,
et portant de lourds fers autour de la taille et des chevilles. Le condamné, qui porte en sautoir un crucifix qu'il embrasse à l'occasion et un foulard sur la tête, attire plus la pitié que le dégoût. La plupart de ses visiteurs, majoritairement des psychologues, concluent que Roma Santa est un authentique cas de lycanthropie, un délire psychotique amenant le patient à se croire transformé en loup et, par extension, en tout autre type d'animal. Manuel Blanco Roma Santa meurt le 14 décembre 1863 dans une geôle du bagne de Monte Hacho à Ceuta, une presqu'île située sur la côte nord du Maroc. Il était rongé par un cancer de l'estomac. Son histoire est unique dans les annales judiciaires modernes occidentales. L'ensemble des documents du procès est à présent conservé dans les archives du royaume de Galice sous le titre « L'affaire 1778 contre le loup-garou Manuel Blanco pour divers meurtres est d'office. Alariz, avril 1853. » En 2009, des terrassiers découvrent des ossements humains près de Castrelo de Val dans la province d'Ourens, jadis le territoire de chasse de Roma Santa. Les os sont anciens, entre 150 et 200 ans. Ce sont ceux d'une femme et d'un jeune garçon. Les experts pensent qu'il pourrait s'agir des restes de Benita Garcia Blanco et de son fils Francisco. Rappelons qu'en mars 1847, Benita, une femme de 34 ans, avait engagé Roma Santa pour la conduire, elle et son fils Francisco, à Santander pour y retrouver sa sœur. Les voyageurs ne sont jamais arrivés à destination. En 2009, lors de la découverte des restes à Castrelo de Val, les légistes ont noté des marques et des déformations sur les os des victimes, des marques caractéristiques de l'anthropophagie, le cannibalisme. L'histoire de Roma Santa s'inscrit dans les rares cas de lycanthropie clinique, un trouble psychotique où le malade croit se transformer en animal. Cette pathologie, comme dans le cas de Roma Santa, peut conduire à des actes abominables et contre nature. Il faut toutefois préciser que ce trouble n'est pas reconnu officiellement par le DSM-5, publié en février 2015, la Bible de l'Association américaine de psychiatrie qui détaille l'ensemble des troubles mentaux cliniques. Il y a quelques années, alors que j'enquêtais sur les crimes de Roma Santa, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec le docteur Jean-Michel Gentisonne, autrefois psychiatre des hôpitaux, psychanalyste à Paris, enseignant à l'hôpital Sainte-Anne et auteur d'un essai sur la lycanthropie. Le praticien justifie cette résistance des milieux psychiatriques à reconnaître ce délire en raison de sa rareté. Lui-même, au cours de ses décennies de pratique, il n'a rencontré qu'un seul cas authentique de lycanthropie. Cette patiente, une Parisienne d'âge moyen, avait, de façon générale, des comportements tout à fait normaux et fonctionnels. Toutefois, à l'occasion, elle glissait dans des délires où elle croyait se métamorphoser en panthère. Ces nuits-là, elle arpentait les rues de la capitale française, persuadée d'être un félin en chasse. Apparemment, ses seuls actes délictueux étaient d'uriner dans les lieux publics pour marquer son territoire. À l'automne 2016, à Alariz, un forum scientifique a été organisé par la Fondation Vicente Risco. L'organisme, qui se voue à la culture tous azimuts, avait choisi de se pencher sur l'affaire Roma Santa. Pour l'occasion, des procureurs, des juristes, des éditeurs et des cinéastes sont venus débattre des aspects criminels et judiciaires du procès de 1853. Les participants ont souligné qu'aucune preuve matérielle n'avait été présentée lors des auditions. Toute l'accusation était basée sur les aveux de l'accusé, des soupçons à propos de la disparition des victimes et la rumeur voulant que Roma Santa ait été vue en possession de vêtements de l'une d'elles. Les panélistes ont conclu que sur la foi de preuves aussi circonstancielles,
le loup-garou d'Alarize n'aurait certainement pas été condamné aujourd'hui. C'est sans doute vrai. En revanche, il faut aussi tenir compte que la science médico-légale du 19e siècle n'était pas non plus celle des années 2000. Si Roma Santa avait commis ses crimes en 2024, au lieu de 1845, il y a fort à parier que les preuves matérielles auraient été au rendez-vous. D'ailleurs, ces défenseurs de Roma Santa passent sous silence 2 épisodes très significatifs. Durant le procès, l'accusé a accepté de conduire les magistrats sur les lieux de certains de ses crimes, comme les doubles meurtres, en 1846, de Benita Garcia Blanco et son fils Francisco, et ceux de sa sœur Manuela Garcia et sa fille Petra. Près d'Aruas, en un lieu dit Corgodoboy, Roma Santa a expliqué que c'est là qu'il avait laissé les corps de Benita et son fils 7 ans plus tôt. En passant l'endroit au peigne fin, les enquêteurs ont trouvé des os humains, dont la partie d'un crâne adulte et une hanche, côté droit. Bien sûr, rien ne prouve qu'il s'agissait des restes des victimes du loup-garou d'Alarize. Mais trouver des restes humains en ces lieux et imaginer qu'ils puissent être tout à fait étrangers à l'affaire tient de l'aveuglement volontaire. C'est dans le même secteur que seront découverts, en 2009, des ossements qui pourraient aussi être ceux des victimes. Idem pour Manuela Garcia et sa fille Petra. Le 27 septembre 1852, Roma Santa a guidé des agents de la garde nationale en un lieu dit la Malada, dans la forêt de San Memede, où des ossements ont aussi été découverts. Je me questionne toujours sur la pertinence de ces révisions de procès. On l'a fait aussi avec Gilles de Rais et Erzébeth Báthory. Est-il nécessaire de rappeler que ces procès se sont tenus respectivement au 15e et 17e siècle? Bien sûr, la jurisprudence était inexistante à cette époque et les procès expéditifs. Ce constat ne transforme pas de facto ces assassins en innocentes victimes. Ce serait un raccourci trop facile. Pour avoir personnellement consulté les minutes du procès de Roma Santa, que j'ai obtenu via le ministère de la Culture espagnole et le Bureau des Archives royales de Galice, je n'ai aucun doute sur sa culpabilité. L'histoire de Roma Santa a librement été adaptée dans de nombreux films, principalement Roma Santa ou l'Enfer des loups, un film de 2004 mettant en vedette le regretté Julian Sand et Elsa Pataky. Ces crimes ont aussi librement inspiré Patrick Susskind pour son roman Le Parfum, paru en 1985, adapté pour le cinéma en 2006 et pour la télévision en mini-série en 2018. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes.